D'ailleurs, ce qui est étonnant, 1% du PIB, c'est plus ou moins ce qui était demandé par les syndicats pour financer la retraite à 60 ans. Finalement, est-ce qu'il y a un choix là, on trouvera ce 1% que vous minimisez pour cette case-là. C'est 1% d'argent, ma foi, c'est de l'argent. Est-ce que vous avez une question? Bien sûr. Salut l'internaute! Vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver ici à chaque fois, dans cette safe place, comme j'aime l'appeler ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, il est question, cette fois-ci encore une fois, d'aller questionner la porte-parole du gouvernement Bayrou-Macron, Sophie Primas. Un gouvernement qui a fêté, je ne sais pas si vous l'avez vu, son 100e jour, avec une vidéo postée, une vidéo de promotion postée par le Premier ministre sur ses réseaux sociaux. C'est simple, il apparaît sur chacun des plans de la vidéo, tout content de ne pas avoir été censuré, lui. Alors qu'on ne donnait pas très cher de sa peau, souvenez-vous. Mais le RN et surtout le PS en a décidé autrement en ne votant pas la censure, en lui sauvant les fesses qui chauffaient, comme beaucoup aiment à le rappeler ou à le dire. La raison, habituellement avancée par les socialistes pour expliquer ce que le reste de la gauche, surtout la France insoumise, a taxé de trahison, c'est le fait que Bayrou a promis de rétablir le dialogue social. Souvenez-vous, notamment pour remettre en jeu la très impopulaire réforme des retraites. Sauf que dimanche dernier, enfin le 16 mars, sur France Inter, le Premier ministre a craché le morceau. Il n'est pas question, plus question, n'a-t-il jamais été question de dialoguer de quoi que ce soit sur le retour à 62 ans parce que, vous comprenez bien, voilà, la Russie, l'Ukraine, tout ça. Hein. En clair, hier l'argument c'était la dette publique, aujourd'hui c'est l'effort de guerre. Effort qu'on saura financer apparemment sans toucher ni aux impôts ni rien, là où la veille nous expliquait qu'on n'avait pas les thunes pour la retraite à 60 ans. Cynisme du moment parce que cette réforme était estimée à 30-40 milliards d'euros par an, soit 1% du PIB français, c'est-à-dire environ la même somme, même un peu moins, que celle qu'on nous dit devoir donner à l'effort de guerre pour l'Ukraine. Et puis vous allez voir que ça va passer tout seul. C'est chaud comme gymnastique. Bon, alors revenons à nos moutons. Mercredi dernier, à l'Élysée, le 19 mars, je suis le deuxième journaliste à aller au micro pour poser ma question à la porte-parole après la question d'une consoeur de France Télévisions. Et je commence avec celle-ci. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Jamie Stanley pour l'Humanité. Un peu la même question finalement qu'à l'instant. Avec ce simple nom sur France Inter dimanche, le Premier ministre a, semble-t-il, pour beaucoup de personnes, torpillé un petit peu les discussions sur le dialogue social, etc. Il y a la CGT qui risque de partir, la CFDT qui en parle aussi, il y a beaucoup de personnes comme ça. Est-ce qu'on doit comprendre que le dialogue social n'était que de façade, disons-le clairement, et surtout que le contexte actuel, guerrier, russo-ukrainien, puisse servir à faire avaler de force aux Français cette réforme antidémocratique, puisque, rappelons-le, passée à coups de matraque et de 49.3. Je rappelle que 49.3 fait partie de notre Constitution et donc peut être utilisé sans être indiqué comme étant antidémocratique. Au contraire, c'est l'expression... Beaucoup de Français pensent le contraire, mais vous pouvez le dire, bien sûr. Mais ça fait partie de la Constitution de la Ve République et le général de Gaulle avait prévu dans la Constitution ces cas, effectivement, de blocage sur des réformes qui ne sont jamais populaires, cher monsieur. Jamais 86% d'actifs étaient contre. Et dans lequel il faut souvent beaucoup de courage. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais revenir sur l'intervention du Premier ministre dimanche. Le Premier ministre s'est exprimé en disant, effectivement, que le contrat n'avait pas changé dans le cadre du conclave. En revanche, au regard des informations qui lui avaient été données par le rapport de la Cour des comptes sur les déficits probables si on revenait sur l'âge de la retraite, et compte tenu effectivement du caractère déficitaire des systèmes de retraite et de la nécessité, encore une fois, de le faire pérenniser, il pensait que c'était difficile de revenir sur l'âge. Mais la feuille de route n'a pas changé pour le conclave. S'il trouve une solution, la solution sera portée devant le Parlement. Donc c'est son avis personnel sur la difficulté à régler ce problème-là. Et ce n'est pas du tout une fin de non-recevoir sur ce thème. La deuxième chose qu'il a dite pendant son interview, c'est qu'il lui semblait, mais là aussi c'est une piste de réflexion pour lui, il lui semblait que de n'avoir qu'un seul âge de départ à la retraite était peut-être un système bloquant qui empêchait de réfléchir à d'autres systèmes. Voilà les deux éléments qui sont des réflexions de sa part après la lecture de la Cour des comptes. Un, le déficit est très important et si on revient sur l'âge, ça va générer des déficits, donc il faut trouver d'autres systèmes
pour régler ce problème-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut réfléchir à l'âge. Et il aimerait, et ça c'est un peu, j'allais dire, en off de son interview, mais surtout régler des problèmes de modalité de la réforme des retraites sur les carrières longues, les carrières hachées, les carrières des femmes, qui étaient aussi au cœur des discussions qu'il souhaitait voir évoluer dans le cadre du conclave. Pourtant, le retour sur l'âge de départ, c'est central dans les négociations et dans les volontés des Français et dans leurs représentants syndicaux. Donc c'est étonnant quand même qu'ils ne prennent pas ça en considération. Mais il le prend, oui. Pardonnez-moi de vous couper, mais il dit non. Non, il dit pas non. Bah si, justement, il dit clairement non. C'était 3 jours plus tôt sur France Inter, regardez. Seulement, il y a beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non. Il dit non. Non, il dit pas non. Il dit que lui, il trouve que c'est difficile, que c'est une tâche absolument difficile, mais que si les syndicats et les organisations sociales trouvent la sonsolution, bien tant mieux, et on en sera ravis. Et ça veut dire peut-être qu'il faut changer de système, qu'il faut mettre d'autres systèmes, qu'il faut travailler sur l'âge pivot. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de pistes, mais en l'état, voilà, le retour en arrière crée du déficit, donc ne va pas dans le sens de la feuille de route. Dernière question pour terminer, et aller un peu plus loin sur cette question-là. Vous citiez la semaine dernière l'exemple du Danemark qui revoit sa réforme des retraites pour financer l'effort de guerre et qui départ à la retraite à 70 ans. Est-ce que c'est une piste aussi pour le gouvernement, une source d'inspiration? Mais vous l'avez comme dit, pourquoi l'avoir précisé? Il n'y a pas de lien en réalité entre l'effort que nous devons faire pour la défense, parce que c'était aussi une partie de votre question, oui. Et la réduction des déficits. La réduction des déficits sur le système des retraites est une obligation absolue pour permettre la pérennité du système de retraite pour les générations futures. Donc ça n'a rien à voir avec l'effort que nous devons faire. Par ailleurs, sur la défense, ça n'a rien à voir. Pourquoi l'avoir cité du coup, comme exemple la semaine dernière pour introduire votre propos sur ce sujet? Parce que quand j'étais interrogée sur le financement de l'effort nécessaire pour la défense, j'ai cité l'exemple du Danemark qui, lui, avait choisi ce système-là. C'était pas une réponse à une question. Ça n'est pas du tout la position du gouvernement aujourd'hui. Ce sont surtout 2 sujets qui sont distincts. Très bien, merci. Merci. Alors j'insiste, et je le fais ici dans cette vidéo, car sur le moment, je ne peux pas le faire indéfiniment. D'autres journalistes attendent de poser leurs questions et c'est bien normal, mais la ministre ment. Non, elle ne répond pas à une question quand la semaine passée, le 12, elle cite l'exemple du Danemark. Je m'en souviens, j'étais là. Mais pour vérifier, il suffit de se rendre sur la chaîne YouTube, celle de l'Élysée, de retrouver le replay du compte-rendu de la semaine d'avant, le 12 mars, et d'écouter les premiers mots avec lesquels elle ouvre son propos, bien avant les questions-réponses avec les journalistes. Cette semaine encore, le Conseil des ministres a été marqué évidemment par la nécessité d'adapter notre pays aux grands défis auxquels nous faisons face et par l'obligation pour l'Europe de bâtir une défense plus autonome et plus forte. Nos partenaires européens l'ont d'ailleurs bien compris, puisque vous savez que la Pologne a doublé son effort de défense, l'Allemagne suit la même voie, le Danemark réforme même son système de retraite pour financer son armée. C'est vraiment très étrange de mentir ainsi alors que les faits datent d'il y a 7 jours, tout pile, et qu'il y en a la preuve en vidéo accessible partout sur Internet. Peut-être se disent-ils que personne n'ira vérifier. Alors pour le coup là, c'est raté. Revenons au 19 mars. Je laisse passer quelques journalistes, France Inter, BFM et d'autres, avant de m'autoriser un second passage, parce que j'en ai prévu 3 dans le cadre de mon sujet mensuel pour l'émission de l'Humanité. Vous savez, ça ira. Elle s'appelle comme ça l'émission, en direct le dernier mercredi de chaque mois, sur la chaîne Twitch et le YouTube du média L'Humanité. Voici donc ma deuxième question. Elle concerne le financement de la hausse des dépenses militaires, des nouvelles dépenses militaires voulues par Trump, puis par Bruxelles, puis enfin par Macron. Ce dernier ayant annoncé le 5 mars à la télé que nous allions faire passer notre participation à l'OTAN de 2,1% du PIB à 3 voire 3,5%, ce qui représente une hausse d'environ 30 milliards d'euros par an, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo. Mais comment financer ça? C'est pile ma question, précise, et je vous l'avoue, un brin taquine, oui, contrairement à la réponse de la ministre. Regardez. Merci. Je peux revenir? Ben oui, avec plaisir.
Alors pour reparler du financement de la défense européenne, dans la continuité des propos du président lors de son allocution télévisée, ici même, vous-même, la semaine dernière, vous disiez que la France allait devoir faire des choix, notamment pour financer de nouvelles dépenses militaires qui vont se compter en dizaines de milliards d'euros annuels, mais sans toucher ni aux impôts ni à la dette française. Donc il ne nous reste que deux options possibles: couper drastiquement, vous allez nous le dire ou pas, une fois encore, dans les budgets des services publics, ou révéler que finalement l'argent magique existe, mais finalement peut-être que pour faire la guerre et pas pour les hôpitaux publics. Vous allez me le dire. Alors en tout cas, ma question c'est celle-ci: que prépare le gouvernement pour répondre à cette question finalement de comment financer cet effort de guerre de manière responsable, pour reprendre vos propres mots? Alors, il y a là aussi plusieurs questions dans votre question. La première chose, c'est que nous devons faire face à ces dépenses supplémentaires concernant la défense, qui ne sont pas d'ailleurs encore tout à fait dimensionnées. Il ne vous échappe pas que nous avons une réflexion à la fois d'inventaire et de projection sur les besoins supplémentaires à 2026, à 2027, jusqu'à 2030. Vous parlez de 1% du PIB. Donc, premièrement, la dernière fois, j'ai dit, voilà, ça fait à peu près 1% du PIB. Ça semble donc pas totalement inaccessible, dans la mesure où déjà 56% de nos dépenses du PIB sont tournées vers le fonctionnement de l'État, les services publics, les collectivités territoriales, etc. Petite pause dans la réponse, car elle est en train de me faire ce qu'on appelle un tunnel, qui va durer 3 minutes et 21 secondes. Désolé d'avance, mais on va analyser 2-3 passages en faisant quelques petites pauses. Premièrement, ici, comme la semaine passée, elle minimise l'effort en question, réduisant là à un tout petit 1% du PIB, c'est rien du tout. On sent bien la rhétorique pensée en interne pour qu'on se dise que bon bah c'est rien finalement, 1% c'est quoi? Sauf que non, c'est énorme. Je vous l'ai dit, c'est 30-40 milliards d'euros. On y reviendra d'ailleurs. Écoutons la suite. Donc ça, c'est la première chose, il faut dimensionner la demande. Deuxièmement, il faut, et c'est l'objet d'une réunion qui a lieu demain en particulier à Bercy, à la fois avec le ministre de l'économie et le ministre des armées et de la défense, c'est de se dire, on n'est pas tout seul à financer. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui peut être financée par l'Europe, une partie qui peut être financée par les industriels eux-mêmes, une partie qui peut être effectivement financée dans l'achat de munitions, par exemple, par l'État, et là aussi de dimensionner dans cet effort supplémentaire comment il sera financé. Donc on en est vraiment au début de cette réflexion, elle avance très vite, mais on en est au début de cette réflexion, et ensuite, quand on connaîtra la charge sur l'État et sur le fonctionnement de l'État, eh bien, il faudra effectivement faire des choix. Ça, c'est parallèle en fait à un travail qui est fait déjà pour réduire notre déficit, parce que je vous rappelle qu'en même temps, il faut qu'on ait une trajectoire de réduction des déficits qui soit très volontariste, donc la marche est très haute, et donc c'est la raison pour laquelle le Premier ministre, alors de façon souterraine, je sais bien que tout le monde, à la fois les Français, mais aussi tout le monde voudrait qu'on aille plus vite, mais c'est tellement important comme travail, nous lançons dans une réforme de l'État un questionnement sur les missions de l'État. Vous avez vu le switch, le retournement de situation, il était plutôt fourbe et rapide. Reprenons depuis le début. Je lui demande précisément comment financer ces dizaines de milliards d'euros supplémentaires à financer par de l'argent public, et elle me répond déjà une chose floue. On ne sait pas combien encore il nous faut dimensionner, on ne sait pas combien on va dépenser, on verra plus tard, blablabla. Déjà, où est donc l'urgence annoncée en prime time à la télé par le président début mars? Et puis, alors qu'on nous disait hier qu'on était à sec, que les caisses sont à sec, que ça fait des années, que pas un centime de plus pour l'hôpital public, pour l'école, pour la transition écologique, et j'en passe, qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il n'y a pas d'argent magique, bim, ça nous annonce, en douce, et du bout des lèvres, une réforme de l'État. Je vous la remets, hein, je remets le passage parce que j'ai pas l'impression que vous réalisez bien le moment. Nous lançons dans une réforme de l'État un questionnement sur les missions de l'État. Quiconque travaille sur le sujet, comme moi ici, et je vous encourage à aller voir ma chronique reportage qui va très précisément en parler, demain soir, 26 mars, du coup, sur l'humanité. Donc, quiconque s'intéresse au sujet de cet effort de guerre a compris qu'évidemment, ce ne sera pas aux plus riches que l'effort sera demandé, non, ce sera à tous les autres qu'il sera non pas demandé, mais imposé.
Et écoutez bien la porte-parole du gouvernement qui, déjà la semaine dernière en filigrane, nous le disait un petit peu, va ici commencer à infuser un peu plus fortement, mais toujours doucement, c'est un peu marcher sur ligne de crête, l'idée d'un projet antisocial concocté par le gouvernement. Les ficelles sont grosses en fait, à qui veut bien écouter précisément ce qu'elle dit. C'est tellement important comme travail. Nous lançons dans une réforme de l'État un questionnement sur les missions de l'État. Quelles sont les missions de l'État? Comment est-ce que ces missions sont rendues par l'administration, par notre organisation? Cet état des lieux sera présenté d'ailleurs, et cette revue des missions sera présentée aux parlementaires pour leur demander de travailler avec nous sur est-ce que toutes ces missions doivent être rendues par l'État? Est-ce qu'il y a des missions qui doivent être rendues par d'autres? Là, il y a deux messages. Premièrement, les missions de l'État qui doivent être rendues peut-être par d'autres, eh bien ça veut dire privatisation de services publics. Demain, il se peut que l'État privatise des missions de, je ne sais pas moi, de police par exemple, comme le font les Anglais, comme la France l'a fait pour ses hôpitaux, les écoles, les autoroutes et j'en passe. Et puis, deuxième message, l'état des lieux présenté aux parlementaires. Ça veut dire, regardez comme nous sommes démocrates, ce seront les députés, donc les élus de la nation, donc le peuple, qui aura le dernier mot. Sauf que non, il y a le 49.3. Vous savez, l'article de la Constitution qui permet au gouvernement de passer en force quand les députés ne votent pas ou ne veulent pas voter ces textes de loi. Il y a à peine quelques minutes, souvenez-vous, au début de cette vidéo, ce 19 mars précis, la porte-parole répondait à ma première question en commençant par ça. Je rappelle que 49.3 fait partie de notre Constitution et donc peut être utilisé sans être indiqué comme étant antidémocratique. Nous voici donc prévenus. On a bien compris. La guerre en Ukraine semble être vue comme un terrain propice par le gouvernement pour faire passer ses pires réformes antisociales. Mais la réponse de Sophie Primas, je vous l'ai dit, n'est pas terminée. Je vous avais dit, c'était 3 minutes et 21 secondes. On va tous ensemble, regardez jusqu'au bout, vous reprendrez bien un peu d'éléments de langage creux et de mots valises. Sur d'autres fonctionnements et comment on peut s'organiser pour les rendre plus efficaces et comment on peut s'organiser pour les rendre moins coûteuses. C'est un objet important. Et puis derrière, il y a tout cet objet aussi qui semble un peu nébuleux mais qui ne l'est pas du tout, de comment on libère en fait l'économie, comment on libère l'activité, comment on libère les Français. Et ça s'appelle la simplification. C'est le Tour de France de Véronique Louwagie qui est dessus et qui a pour objet de libérer. Et croyez-moi, il y a à la fois du législatif, et c'est l'objet du projet de loi de simplification en avril, mais il y a aussi beaucoup de réglementaires. On le voit par exemple dans ce que fait Annie Genevard pour l'agriculture, où à la fois elle a des textes de loi, mais en même temps elle a des assises, je crois, ou des rencontres de la simplification tous les mois. C'est relayé d'ailleurs dans les départements, et donc toutes les échelles voilà, sont mobilisées pour aller vers la simplification et donc la libération des choses pour qu'on produise dans ce pays. Dis donc, voilà. On n'est pas libre de tout, on vous écoute, il y a beaucoup de libération à faire. Mais en fait, avant d'aller dans ce... parce que quand vous écoutez, quand vous écoutez le secteur productif français, quand vous faites comme moi le tour de France, des préoccupations, et que vous allez sur le territoire et qu'il y a des gens dans des parties rurales qui vous disent en fait on a des solutions mais on ne peut pas parce qu'il y a un règlement, parce qu'il y a un truc, vous avez envie de dire on libère les gens de leur créativité, de leur solution. On ne trouvera pas 30 milliards ou 40 milliards comme c'est le cas, on ne sait pas encore complètement, mais vous l'avez vous-même dit, je me base donc sur vos déclarations. Il n'y a pas de petites économies. D'ailleurs, ce qui est étonnant, 1% du PIB, c'est plus ou moins ce qui était demandé par les syndicats pour financer la retraite à 60 ans. Finalement, est-ce qu'il y a un choix là, on trouvera ce 1% que vous minimisez pour cette case-là. C'est 1% d'argent, ma foi, c'est de l'argent. Est-ce que vous avez une question? Bien sûr. Du coup, l'année dernière, on avait, j'en ai toujours des questions, vous le savez, le gouvernement prévoyait 10 milliards de réduction sur le fonctionnement de l'éducation nationale. Est-ce que c'est une des pistes finalement? Je ne vais pas m'avancer aujourd'hui sur les pistes de réduction des budgets. Si ce n'est pas les impôts ni la dette, la question elle est claire, c'est quoi en fait? Eh bien, nous sommes en train d'y travailler. Et toutes vos propositions seront les bienvenues. On n'est pas d'accord. Merci. Très bien. Une question. Non, mais je vous dis ça parce que vous travaillez pour vous-même. Pardonnez-moi parce que nous on travaille pas. Voilà, on travaille pour la France. Donc je vous dis ça parce que je pense que le moment est tellement important. Le moment de changer les méthodes, le moment de se re-questionner sur le fonctionnement de l'État, le moment de se dire il faut qu'on fasse des choix collectifs. Il est tellement important que je pense que comme le Premier ministre le fait avec le conclave
même si je comprends, voilà, mais oui, mais on a une feuille de route qui nous dit qu'il faut qu'on réduise notre dépense publique. Donc, il faut qu'on le fasse ensemble. Donc, ces solutions-là, elles ne viendront pas uniquement de Bercy ou uniquement du gouvernement. Il faut qu'elles soient travaillées avec les Français pour être acceptées par les Français, comprises et acceptées par les Français. En tout cas, c'est l'ambition qui est la nôtre. Madame la ministre, une question rapide juste à nouveau pour BFM. Elle est intéressante cette séquence, n'est-ce pas? C'est en partie celle que j'ai sélectionnée pour mon sujet de demain à l'UMA, car c'est la plus parlante, je trouve, pour mon angle. Et puis, il faut faire des choix. Il faut que ça rentre dans un cadre précis, dans un timing précis. En tout cas, là, il y a plein de choses à dire de ces 3 minutes qu'on vient d'entendre. Vraiment, repassez-les-vous avec attention. En tout cas, le point d'orgue, pour moi, je trouve, c'est quand je lui rappelle que 1% du PIB, c'est 1% du PIB. C'est que ce soit pour l'armée ou pour les retraites, c'est le même argent. Et puis qu'elle me rétorque à ce moment-là que non, c'est pas le même argent, essayant de zapper le moment pour ne pas savoir à en parler, à y répondre. Sur le moment, moi, vous avez vu, j'enchaîne sur une autre question, en lien bien sûr, car j'estimais que la démonstration de l'hypocrisie totale était faite ici. Le président Macron nous disait, il y a quelques jours à la télévision, qu'il allait falloir faire des choix avec courage. Ce sont ses mots. Et en voici peut-être déjà un de choix courageux, c'est-à-dire pour eux, sacrifier les vieux au boulot pour acheter des armes à des industriels qui enrichiront leurs actionnaires déjà gavés de millions. Alors, est-ce que ce choix courageux va être fait, a-t-il peut-être déjà été fait de manière démocratique? Moi, je ne me souviens pas avoir été consulté. Bref, nous approchons de la fin du compte-rendu du Conseil des ministres de ce 19 mars. Il n'y a plus vraiment de journalistes debout derrière les deux micros à disposition, juste le journaliste de BFM qui malheureusement, ça va être plié en 2 secondes. Je dis ça malheureusement parce que moi j'ai encore une 3e question. Et là, ouf, il y a un autre journaliste, il s'appelle Oscar, qui se lève pour aller poser une question et je me dis, ouf, je vais pouvoir aller poser ma question directement derrière lui. Et puis il me semble que je serai le dernier à en poser une, voilà. Bon, si je calcule comme ça les choses, c'est, vous le savez sans doute, en tout cas si vous avez suivi les dramas de l'année dernière, il y a même encore, il y a plus d'1 an maintenant, et il y a même encore finalement en novembre en fait, hein, donc c'est assez récent les dernières fois. Sinon si vous n'avez pas suivi, je vous mets les 2 vidéos où je raconte tout ça en lien. À cause du fait que mes questions ne sont pas appréciées de l'Élysée, ni d'une bonne partie des autres journalistes, qui de concert me l'auront reproché à plusieurs reprises, mon ton, mes angles, et surtout me reprocheront de ne pas lâcher l'affaire quand je fais face à la langue de bois ou à des mensonges. C'est d'ailleurs pour cette raison que, comme une punition, l'Élysée a cessé de filmer les journalistes posant leurs questions au micro, pour ne pas que tu puisses faire des capsules vidéo sur tes réseaux sociaux. On ne veut pas personnifier les journalistes, m'a confirmé en ces termes très récemment un conseiller de l'Élysée, il y a vraiment pas longtemps. Bref, bon, Oscar se lève pour aller au micro, et là, malheureusement, il y a un proche de la ministre qui se lève aussi, et qui le retient, qui lui dit de se rasseoir, et il s'exécute immédiatement. Et là, du coup, bon, moi j'ai plus le choix, je me lève pour aller poser ma 3e question. Ah non. Ah bah si. J'avais 203. Là, Oscar s'est défilé, ma foi, j'y vais. La dernière, elle est rapide. La semaine dernière, M. Darmanin et vous-même avez fait un lien entre menaces russes et menaces terroristes islamistes, prenant le meurtre de Samuel Paty. C'est important, c'est une question importante et dramatique, en exemple pour convaincre les Françaises et Français du sérieux, selon vous, du danger russe ici, sur le territoire français. La sœur de l'enseignant assassiné a réagi, vous l'avez sans doute vu, avec colère, et je la cite, « L'attentat contre mon frère ne peut servir vos intérêts. » Elle vise là le gouvernement directement, mais aussi vous, Madame Prima, parce qu'elle se dit stupéfaite de vous entendre affirmer que le rôle, je la cite encore, de la Russie est engagé, alors qu'il n'en est rien, selon l'enquête qui a été longue et qui vient appuyer cela. Alors, qu'avez-vous à lui répondre? Première question aujourd'hui à cette dame, et est-ce que vous maintenez vos propos Je vous remercie de poser cette question, parce que ça va me permettre d'affiner mes propos et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur cette question. Oui, sur mes propos, j'ai vu qu'il y avait des réactions extrêmement nombreuses. Ce que j'ai dit la semaine dernière et que je redis, c'est qu'il n'y a pas de naïveté à avoir, ni de surenchère sur la menace que représente la Russie pour notre pays. Ça, c'est clair. Ce que je redis également, c'est que les cyberattaques russes, en particulier, qui touchent la France particulièrement, sont un exemple absolument indéniable de cette menace que nous appelons, avec le président de la République, cette menace plurielle que nous appelons avec le président de la République. Quoi Enfin, faisons une petite pause. On n'a pas compris ce qu'elle vient de nous dire. On va réécouter le passage d'ailleurs juste après. Mais avant tout, est-ce que vous avez noté que contrairement aux réponses qu'elle donnait jusqu'à maintenant, eh bien ici, elle baisse très souvent son regard vers son pupitre
pour y lire des fiches. Elle et son équipe avaient manifestement prévu cette question. D'ailleurs, au début, elle se réjouit et me remercie de la lui poser. Alors je m'étonne moi d'ailleurs que personne d'autres journalistes n'avait posé cette question tant le scandale était important durant les jours précédents. En tout cas, elle me remercie de poser cette question qui va lui permettre sans doute d'apaiser, pense-t-elle, le scandale déclenché par ses déclarations la semaine précédente. Mais jusqu'ici, à moins que je me trompe, hein, sa réponse n'est pas très claire. Je la cite, elle dit « Cette menace que nous appelons avec le président de la République ». Cette menace que nous appelons... Elle répète ça 2 fois, une fois de tête, une fois en relisant sa fiche, ça ne veut rien dire. Elle semble en fait se perdre un peu dans la réponse qu'elle doit nous donner, quelle est sa réponse écrite, et dont elle essaie de se détacher pour paraître plus naturelle. Réécoutons. Qui touchent la France particulièrement sont un exemple absolument indéniable de cette menace que nous appelons avec le président de la République, cette menace plurielle que nous appelons avec le président de la République. Alors non, définitivement non, ça ne veut rien dire. Mais bref, continuons. Avec le président de la République. Pour ce qui est des attaques islamistes qui ont eu lieu sur notre territoire, et celle que vous citez en est indéniablement une, c'est une attaque islamiste, ça ne fait pas de doute. Simplement, j'ai indiqué que certaines étaient réalisées par des personnes d'origine russe. Vous disiez que la Russie était engagée. Je vais finir. Ce qui ne veut pas dire que je fais de lien direct entre la Russie et cet attentat. Oups, alerte, c'est le crash, malgré les fiches. Et encore une fois, il est simple de vérifier ce que dit la ministre en visionnant le replay de la semaine passée. Non mais vous croyez que je me base sur quoi quand je viens lui poser des questions? Bah sur des faits. Regardez. Et y compris d'ailleurs, je rappelle que Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe, et donc, y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Elle a explicitement fait un lien, vous l'avez entendu, entre la Russie, dont le rôle est engagé dans l'assassinat de Samuel Paty. C'est exactement ce qu'elle a dit 7 jours plus tôt. Mais attendez, je vous mets la phrase d'après. Y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre les Français, de ne pas faire peur aux Français, de ne pas manipuler les Français, mais juste de leur donner la réalité de la menace russe, qui est une menace réelle et sérieuse. Elle a quand même failli dire « prendre les Français ». Prendre les Français pourquoi? Pour les imbéciles? Sans doute. Bref, nous voici avec un gouvernement qui nous jurerait presque nous dire la vérité et rien que la vérité. Un peu comme quand sa porte-parole jure que le Danemark réforme son système de retraite pour faire travailler les gens jusqu'à 70 ans afin de financer l'effort de guerre de son armée dans le conflit russo-ukrainien. Fake news là encore, ou alors erreur, mais il est difficile de l'imaginer comme erreur, car il s'agit en réalité d'un potentiel report de l'âge d'ici à 2040, décidé en 2006, soit il y a quasiment 20 ans, par le gouvernement du Danemark, qui a indexé l'âge de départ sur l'espérance de vie. Rien à voir avec la guerre en Ukraine. Mais il ne s'agit pas là de manipuler les Français, nous disent-ils. Lol. Bon allez, finissons-en avec la fin de la réponse de la ministre. Et je voudrais dire ici que peut-être mes propos ont heurté. Je voudrais m'en excuser car ce n'était pas du tout l'objet de ce que je voulais dire. Je suis bien placée comme ancienne parlementaire des Yvelines pour savoir le côté délicat et la difficulté et la sensibilité de tels dossiers. Et donc, si j'ai heurté la famille, je m'en excuse et je le fais clairement. Merci, madame. Voilà. La ministre s'excuse donc si elle a heurté la famille de Samuel Paty. Déjà, il n'y a pas lieu d'avoir un si, puisque la sœur de Samuel Paty a réagi avec colère dans le Figaro. C'est donc bien que sa famille a été heurtée par les propos de la porte-parole, qu'elle ne retire pas ici. Vous l'avez compris, ces excuses vont à la famille éventuellement heurtée par les propos tenus. À côté de ça, la porte-parole a juste nié avoir fait un lien direct entre Russie et terroriste islamiste qui a tué Samuel Paty. Lien qu'elle a pourtant fait, comme on l'a vu dans l'extrait vidéo, comme Darmanin, sans donc revenir dessus. C'est quand même ballot, elle a quand même commencé sa réponse contente de pouvoir avoir l'occasion de ne pas laisser d'ambiguïté sur ce dossier, et qui est encore plus ambigu après sa réponse. Allez, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Pour ma chronique, vous l'avez vu, reportage à l'Humanité, comme pour mon travail indépendant ici, je continue à aller très souvent à l'Élysée.
excusez-moi, je suis un peu enrhumé en plus durant toute cette vidéo, pour assister au compte rendu du Conseil des ministres évidemment et poser mes questions. Alors pas chaque semaine, mais 1 ou 2 fois par mois ou un peu plus. En somme, en fait, tout dépend de quand c'est possible pour moi et des questions que je juge, que je pense importantes à poser. Et vous vous en doutez, bien évidemment, mon sujet mensuel à l'UMA et mes piges ici ou là ne sont pas suffisants évidemment pour vivre. Ce travail de journaliste indépendant que je fais ici vient alors en complément. Donc si vous l'appréciez, et je sais que c'est le cas parce que vous me le dites, alors je vous invite à vous abonner si vous le pouvez de manière payante sur djemil.fr/soutenir via un don mensuel dès 1 € par mois. Vous êtes libre de le commencer, de l'arrêter, de le reprendre comme vous voulez et de la somme que vous voulez. Et à vous abonner bien sûr sur le YouTube et mes réseaux sociaux. Évidemment, c'est très important pour moi. Merci 1000 fois. Et moi je vous dis à la prochaine, à très vite, car on a encore 1000 choses à se dire. Ciao.